Voilà, donc je reprends la réflexion d'Étienne, là où tu parlais du passage du régime du roi au régime des députés, etc., 19e siècle, que là aussi on voit comment la dette devient publique, parce qu'en fait les riches, ils se sont déchaînés et les députés pouvaient donc emprunter des riches et les intérêts étaient payés par le peuple. Donc c'est aussi le moment où la dette commence à devenir publique, c'est-à-dire les richesses appartiennent pas au peuple, mais la dette, oui. Et après, je vais faire une remarque sur les esclaves donc, dans l'Antiquité, qu'on utilise le terme esclave sans trop savoir à quoi ça faisait référence. Ça faisait en fait référence aux gens qui s'occupaient des métiers et qui étaient dans leur vie privée et qui n'avaient pas de parole en politique. C'était ça. Il ne faut pas penser à des gens qui étaient enchaînés avec des chaînes, etc. Hein. Donc le mot esclave avait une autre connotation. Oui. Juste une petite remarque sur le... Vous pouvez prendre le micro? Oui, non, je peux parler fort. Simplement... C'est quoi votre prénom? Michel. La démocratie en Grèce, elle a été battue par Alexandre qui est venu prendre le pouvoir avec la force. Non, en fait, ça finit sur la guerre du Péloponnèse. Oui. C'est ça. Oui, mais donc c'est une fin accidentelle, non nécessaire. Elle n'est pas morte de ses défauts. Par contre, les voleurs de pouvoir, les oligarques qui pestaient contre la démocratie, là, les Platon, les Aristote, qui étaient tous très violemment antidémocrates. Hein. Platon, Aristote détestaient la démocratie. Platon aurait dû, normalement, s'il n'y avait pas eu la démocratie, il faisait partie des familles qui auraient dû gouverner. Or, il a été privé de ça. Il a eu une rancune toute sa vie contre la démocratie. Alors, il a développé des idées passionnantes par ailleurs, mais sur le plan... Il ne faut pas faut pas juger la démocratie uniquement sur les arguments de Platon, parce qu'il était jugé parti. Hein. Il avait beaucoup perdu personnellement par la démocratie, et donc il était... Et donc là, les arguments contre la démocratie de Platon ou des ont pu... quand la démocratie est tombée après la guerre, ils avaient bien compris que le tirage au sort c'était une procédure essentielle, et ils ont bien compris que plus jamais, quoi. Hein. Et c'est pour ça qu'après ça, pendant des siècles et des siècles et des siècles, on n'a plus du tout eu de tirage au sort. Hein. Et pas non plus à la Révolution française. Hein. C'est à nous de défendre cette idée. Les élus ne défendront jamais l'idée du tirage au sort. Quoi. Moi, je voudrais faire une observation. Tout à l'heure, vous vous étonniez de la déification que l'on fait de la démocratie, mais il faut quand même bien avoir à l'esprit que dans les périodes historiques que nous avons connues, l'alternative à la démocratie, c'était les dictatures. Donc l'idée du tirage au sort avec une véritable démocratie, elle n'est pas dans l'air du temps, elle le deviendra peut-être, mais pour la majeure partie des gens, ou c'est l'élection, ou c'est la dictature, quoi. Hein. Hein. Là où on ne vote pas, finalement, là où on ne vote pas, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est ça le carcan intellectuel dans lequel on est enfermé. C'est absolument ça le piège, c'est-à-dire que ce qui nous interdit de penser à la démocratie, c'est que le régime qui a pris son nom est préférable à des régimes pires qui sont les dictatures, absolument. Et c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut y renoncer. À mon avis, cette troisième voie qui est la vraie démocratie, elle est capable de sortir des tas de gens qui pour l'instant sont pour le fascisme, la tyrannie, parce qu'ils sont tellement dégoûtés de la soi-disant démocratie bourgeoise, tellement dégoûtés de la corruption qu'ils préfèrent un fascisme, mais ceux-là s'y voient qu'il y a une troisième possibilité qui est la vraie démocratie dans laquelle on contrôle, il n'y a plus cette corruption possible. Je ne dis pas qu'ils vont tous être convaincus, mais je suis sûr qu'on a beaucoup plus de chances de les convaincre de changer d'avis de cette façon qu'en les traitant de fascistes, de racistes, je ne sais pas d'autre. Donc je pense que l'idée réellement démocratique est profondément antifasciste, mais radicalement, en prenant les choses à la racine et sans mépriser
les jeunes gens qui sont aujourd'hui fascistes et qui sont quand même des humains et qui peuvent changer d'avis et qu'il s'agit de convaincre et pas de tuer, enfin, il me semble. Et donc, l'idée démocratique, l'idée même des citoyens constituants, qui est même plus forte que la démocratie, parce que c'est nous. Elle présuppose pas ce que nous allons décider. L'idée des citoyens constituants, elle ne dit pas il faut que ce soit une démocratie. On verra. C'est les humains qui vont décider ce qu'ils veulent. Une partie démocratique, une partie aristocratique, une partie autre encore, je sais pas. Mais c'est les humains qui doivent décider eux-mêmes de leur sort, en écrivant eux-mêmes leur constitution. Et cette idée-là, elle est très profondément antifasciste, il me semble. Bon, j'essaye d'être rapide parce que c'est des sujets importants. C'est quoi votre prénom? Christian. Voilà. Donc ici, bon, je partage beaucoup d'arguments qui ont été avancés et je pense que ça prépare très bien les ateliers de demain. Alors il ne faut peut-être pas faire la discussion ce soir, mais je voudrais simplement moi, relever des choses qui m'ont un petit peu étonné. Il y a eu quelqu'un qui a parlé de la commune. Vous avez évoqué Pierre, bon, je souhaitais revenir un tout petit peu, c'est-à-dire que ici, sur le sort de la démocratie, ce qui a été dit, je pense que c'est vraiment une prospective dans l'avenir, et que le système que vous avez évoqué, il est non seulement envisageable, mais il mérite d'être discuté. Ceci étant, en amont, effectivement, je partage aussi votre analyse sur le fait que on confond souvent l'élection et la démocratie. Alors, je donne un simple exemple. Monsieur le pape, qui est un citoyen ordinaire, lui aussi est élu. Mais si quelqu'un veut s'atteler à me faire croire que le pape est élu, et c'est cela la démocratie, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, je veux simplement dire une chose. Bon, moi, j'ai été le mandataire pour les Alpes-Maritimes d'un homme qui s'appelle, c'est lié au thème de demain, qui s'appelle Chivardi, qui a été le candidat des maires de France. J'ai fait 3 fois dans ma vie la campagne pour présenter un candidat aux élections. Monsieur Boussel-Lambert, ensuite Monsieur Daniel Gugstein, ça lui a valu l'exclusion des rangs de la 4e internationale, ensuite Monsieur Gérard Chivardi. Si vous n'avez jamais fait une campagne des maires, si vous n'êtes jamais allé dans le département des Alpes-Maritimes ou n'importe où, voir ce que représente dans notre soi-disant démocratie, comment ça se fait, vous l'avez développé ça, mais donc je peux être bref, c'est-à-dire qu'ici, dans les Alpes-Maritimes, vous n'avez rien du tout, et entre les 2 tours, ça peut aller jusqu'à un maire qui accorde sa signature, contrairement au mandat qu'il a eu de sa population, on lui retire l'essentiel du mandat qu'il a reçu de sa population, qui était d'avoir un foyer rural. Voilà. Donc ici, on a en face de nous, face à tout ce que vous avez développé, il ne faut pas faire d'angélisme. C'est pour ça, bon, j'ai cité la Commune de Paris. La Commune de Paris, je pense que c'est un peu absent du propos, donc je le verse au dossier. Il faut discuter de comment s'est organisée la Commune de Paris, comment s'est occupée la Commune de Saint-Pétersbourg, etc., qui avait un modèle sensiblement différent de celui qui a été présenté. Enfin, pour le développer, c'est un peu long. Alors, mettons-le de côté, mais parlons aussi de la République espagnole. En février 1936, c'est par la voie des urnes que quand même sont élus des dirigeants, de même qu'en France d'ailleurs, mais parlons de la Commune de Paris et de l'Espagne, vous pouviez faire du tirage au sort à l'heure actuelle, on ne leur a pas laissé longtemps, ils sont tenus en février 1936, et en juillet, il y a le coup d'État qui assassine, qui broie dans le sang, etc., avec l'aide militaire, etc. Alors c'est-à-dire que je pense qu'il faut contextualiser le propos qui a été donné, je pense que vous ouvrez des perspectives d'avenir importantes, mais en face de nous aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur Macron, c'est pas n'importe qui, c'est un banquier. Quand vous voyez que vous avez un soi-disant socialiste, je citerai pas son nom parce qu'il a défrayé la chronique pour d'autres raisons, mais qui était à la tête du Fonds monétaire international, vous demandez comment un socialiste peut gérer, être le premier homme de la structure, voilà. Alors il y a tous ces problèmes-là. Moi je pense que demain ce serait bien qu'on parle aussi de la révolution, on est centenaire de la révolution bolchevique, les soviets, comment ils ont pris le pouvoir, enfin Kerensky, tout ça. Bon, donc c'est-à-dire qu'en face de nous, je pense que ces journées sont très importantes personnellement. Je ne vais pas le cacher, je suis militant du Parti ouvrier indépendant et démocratique.
dont j'ai suivi Daniel Gluckstein et je le citais tout à l'heure Chivardi, qui sont les secrétaires nationaux. Donc en face de nous, vous l'avez dit, l'oratrice en particulier, quand même, quand la haute finance est capable de mettre un peuple comme le peuple grec, avec tout ce qu'il a apporté au bassin méditerranéen, à l'humanité, qui est capable de brader ce pays-là, de le mettre à genoux dans des conditions ignobles, ce sont vraiment des gens qui sont prêts à nous assassiner. Donc ici, comment demander à ces gens-là d'instituer, c'est pour le vote blanc. J'ai fait une interview, je termine là-dessus, sur le vote blanc. Si on va demander aux capitalistes d'instaurer le vote blanc pour dire qu'on ne veut pas d'eux, ou ici pour faire un suffrage, je crois qu'il y a un maillon que je propose à la discussion, parce que c'est celui auquel on est confronté de cette mesure intermédiaire. Bon, mon organisation a des propositions à faire dans ce sens-là. Bon, je pense que la personne qui intervenait sur la Catalogne avait raison aussi. C'est-à-dire que comment, si j'étais catalan, ça me pose le même problème que vous. Je ne sais pas comment je ferais, mais ils sont là. Et la question ne se pose pas pour eux de dire on va faire du tirage au sort ou pas du tirage au sort. Pour eux, aujourd'hui, c'est d'abord les successeurs du franquisme qui sont en train de fourbir leurs armes pour les assassiner. Voilà, alors donc, je remercie les orateurs, je trouve, bon, j'ai trouvé excellent l'intervention, parce qu'elle ouvre vraiment un tas de discussions. Comme c'est la première session de l'université d'automne, je crois que ça la met sous des bons auspices du service que cette université peut rendre à la population, commençons chez nous, d'Issouave, on va dire. Sur l'objection du fait que les dominants ne vont pas se laisser faire, elle revient souvent. Hein. On me demande, mais c'est bien gentil tout ça, mais comment on va faire pour la transition? Comment ça va se passer la transition? Puisque en face, ils ont tout. Ils ont la puissance politique, puisqu'ils sont élus, ils ont tous les pouvoirs politiques, donc ils contrôlent l'armée, la police, les gardiens de prison, ils contrôlent la monnaie, ils contrôlent les médias. La justice, les prisons. Et nous, on n'a rien du tout, quoi. Hein. On est juste des électeurs, même pas des citoyens, quoi. Hein. Et comment on n'a jamais. Alors, on pourrait dire, comme Lordon, on n'a jamais vu un système de domination rendre les clés spontanément. Donc ça ne se fera pas comme ça. Ils ne nous donneront pas le pouvoir. Mais ce que je mets en avant, c'est que notre faiblesse vient du fait qu'on est dispersé. Notre faiblesse vient du fait que nous n'arrivons pas à polariser nos volontés, nos objectifs. On a chacun nos marottes, nos lignes de force. Celui-là, il est écologiste, il s'occupe vraiment des désastres écologistes. Celui-là, il s'occupe du désastre dans l'entreprise, de la domination des cadres et des patrons et de la maltraitance au travail. Celui-là, il s'occupe de la finance et de la prédation financière. Celui-là, il s'occupe des pays sous-développés. Moi, je m'occupe de la constitution, de la monnaie. Chacun a nos directions. Et on n'arrive pas, on n'arrive pas à vouloir la même chose. On n'arrive pas à trouver un plus petit dénominateur commun. On n'arrive pas à trouver, c'est un mot essentiel, une cause commune. Or, il me semble que le fait d'écrire nous-mêmes la Constitution, c'est-à-dire, je vais le dire autrement, le fait de nous rendre capables, de devenir capables, concrètement, d'instituer nous-mêmes notre puissance populaire, que nous soyons de gauche, de droite, du centre ou apolitique, le fait que nous soyons capables d'instituer nous-mêmes notre puissance devrait tout changer. Et c'est une idée simple qui devrait servir de cause commune parce que je la trouve compatible avec tous les militants que je connais. Tous les militants, quel que soit leur bord, ont intérêt à être protégés des abus de pouvoir, ont intérêt à voir instituer leur puissance politique à la place de celle des politiciens hors contrôle. Et donc, ça fait une bonne cause commune qui permet... Alors c'est vrai qu'il faut accepter que, peut-être, avec le nouveau régime que nous serions capables de mettre en place, peut-être, le peuple va décider autre chose que ce que nous aurons décidé nous-mêmes, sur le nucléaire, sur l'avortement, sur les étrangers, sur tous les sujets polémiques, là. Peut-être que sur certains sujets, la population à laquelle j'appartiens va prendre des décisions autres que celles que j'aurais prises moi-même. Mais si on est démocrate, enfin, c'est une évidence d'accepter ça. Si on n'accepte pas ça, on est un tyran, quoi. Si on veut que la société
fasse exactement tout comme ce qu'on pense soi-même, c'est qu'on est un tyran. Bien sûr, il va y avoir des sujets sur lesquels le peuple va décider autrement que ce qu'on souhaite, même des choses importantes. Mais c'est l'idée même de la démocratie, ça. Et donc, normalement, tout le monde devrait être d'accord sur cette cause commune. Nous devrions apprendre à instituer nous-mêmes notre puissance politique et faire des ateliers constituants pour nous transformer d'électeurs en citoyens. Et donc, pour finir la réponse à l'objection de Christian, nous avons du mal à nous mobiliser tous sur une cause commune, parce que les causes communes proposées sont très polémiques. Il me semble que celle d'écrire nous-mêmes la Constitution n'est pas polémique. Quand je parle à n'importe qui dans le train, et donc c'est vraiment des gens tirés au sort, c'est pas des gens qui viennent à mes conférences, c'est des gens n'importe qui, tout le monde est d'accord avec cette idée-là, que nous devrions apprendre à écrire nous-mêmes les règles du pouvoir, les contrôles du pouvoir, la puissance populaire. Et si je ne me trompe pas, si cette idée est bonne et qu'elle peut servir de cause commune, il faut comprendre qu'on a enfin un moyen d'être des millions à défendre la même idée. Des millions à défendre la même idée. C'est-à-dire que ce n'est pas quelques dizaines ou centaines de milliers dans les rues, c'est des millions dans la rue à dire « nous on veut écrire nous-mêmes la Constitution ». Si on est des millions, ma thèse, c'est que si on est des millions à vouloir une chose simple et puissante, une chose intelligente, qui a été bien ciblée, radicale, capable de tout changer, si on est devenu des millions à défendre cette idée simple, elle adviendra, parce que la police, elle tire sur des dizaines de milliers de personnes, mais elle ne tire pas sur des millions de personnes. La police, sur des millions de personnes, elle met les crosses en l'air, elle change, elle se met avec nous, parce qu'elle voit bien que dans les gens, il y a les parents, les enfants de la police. Hein. Et puis la police, elle a les mêmes intérêts que nous. La police aussi a intérêt à être protégée contre les abus de pouvoir. Donc il me semble que, moi je ne dis pas du tout qu'il faut faire la révolution maintenant, je dis que ça se prépare et qu'il faut qu'on apprenne, et c'est à ce moment-là qu'on devient peuple à mon avis. On est une multitude tant qu'on est des atomes avec chacun des priorités différentes, mais quand on arrive à construire un vouloir vivre ensemble au point d'être prêt à écrire une constitution avec des gens qui sont du bord opposé politiquement, des gens de gauche qui acceptent d'écrire une constitution avec des gens de droite, et inversement, des gens du centre qui acceptent tout ça, des gens dépolitisés qui acceptent tout ça. Si on arrive à accepter cette idée-là, on arrive... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflit, hein. Je dis qu'il va y avoir des conflits qu'on réglera, mais qu'on réglera souverainement après. Qu'il y a un préalable, en logique, il y a un préalable à d'abord instituer notre puissance. Ça veut dire d'abord se mettre ensemble, mais pas fraterniser, parce qu'on sait bien qu'il y a des gens avec qui on n'est pas d'accord du tout là-dedans. Mais je ne demande pas de fraterniser, je demande logiquement de se mettre, comme ils ont fait pendant le Conseil national de la résistance. Conseil national de la résistance, tu as des gens, tu as De Gaulle qui était maurassien, qui s'alliait avec des communistes. Parce qu'il y avait une urgence, c'était d'établir la souveraineté. Et bien c'est la même chose qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on soit capable de faire comme un CNR, le temps d'instituer notre puissance. Et puis on verra ce qu'on fait de cette puissance après, en fonction de... Mais à mon avis, c'est un préalable indispensable. Mais possible. Alors que si le projet était marxiste, ou anti-marxiste, ou libéral, ou anti-libéral, il n'aurait aucune chance de rassembler tout le monde. Alors que si on dit, on veut juste instituer nous-mêmes la souveraineté qui nous manque, ça, c'est ni libéral, ni anti-libéral, c'est ni communiste, ni anticommuniste, ça permet à des êtres humains de dire, on veut écrire nous-mêmes les règles en fonction desquelles on va faire de la politique après. Et on se ressemble là, entre les gens de gauche et de droite, on se ressemble quand même. Hein, sur le minimum, le plus petit dénominateur commun, comment on désigne les acteurs, comment on contrôle les acteurs, comment la puissance populaire décide, in fine, si les organes ne sont pas d'accord, etc. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu, Christian. Vous voyez ce que je veux dire et les puissants du moment, si on a des millions, ils s'en vont juste. Ils s'en vont pour ne pas être massacrés. Ils ne sont pas massacrés, hein, mais ils s'en vont pour ne pas être massacrés. Ils s'en iront. Si on a des millions... Parce que pour l'instant, ils ne sont grands que parce qu'on est à genoux. Hein. Pour l'instant, ils ne sont grands que parce qu'on est à genoux. Mais si on trouve une cause commune, on se relève. Un citoyen qui devient constituant, c'est un enfant qui se lève et qui dit « Maintenant, je vais être libre ». Et il ne demande pas la liberté aux élus. Ça ne sert à rien de demander quoi que ce soit aux élus. On n'obtiendra rien d'eux. Ils sont un problème. Et, il faut qu'on se lève et qu'on veuille la liberté. Et c'est ça l'idée.
Moi, ce que je pense qui sera intéressant, c'est de créer un programme politique qui prenne en considération la création de l'État. Il ne faut pas de parti politique. Un parti politique, il va être mortel. Alors, je répondrai à cette question après. Aujourd'hui, il faut se une fois les élections. Non, mais on a une échéance à l'élection présidentielle. Donnez-lui un micro, parce que... Parti politique. J'en ai pas pour longtemps, juste une remarque. Ah oui, Voilà. on verra. Moi, pour ce qui est de la démocratie directe, C'est les chefs. oui, pour ce qui est de la démocratie directe, c'est merveilleux, mais malheureusement, elle peut être influencée. Les lobbyistes peuvent influencer l'opinion et les gens peuvent décider de certaines voies à prendre en ayant subi la pression des lobbyistes. Parce que les élus ne sont pas sous la pression des lobbies, peut-être? Ah oui, non, mais ça tout à fait. Mais je dis, il y a un effet pervers à tous les systèmes. Non, non, parce que dans la Constitution que vous allez écrire demain quand vous allez faire des ateliers, vous allez voir, prenez les lobbies comme sujet et vous allez en faire un crime. Vous allez dire, les lobbies, c'est-à-dire les influences secrètes sur les décideurs politiques, c'est criminel. Alors vous pouvez le faire si vous voulez, mais si on vous trouve, on va vous mettre en prison. Ben, ça va pas pareil que pour l'instant. Là, les lobbyistes, non seulement ils sont autorisés, non seulement ils sont vantés, ils sont portés au nu, mais en plus c'est les seuls qui peuvent entrer dans les locaux. Vous et moi on peut pas, les lobbyistes ils peuvent. Non mais si nous écrivions une constitution, on les criminaliserait. Alors il en resterait, hein, il resterait des influences. Je dis pas, ça va pas devenir parfait. Enfin, ça va être une gangrène moins tenace qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est terrible, tout est ouvert. Non mais on connaît Bruxelles. L'influence, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de corruption, hein. Dans une démocratie réelle, il y aura de la corruption, ou en tout cas des tentatives de corruption, juste ce sera plus compliqué, quoi. Parce que c'est très facile de corrompre quelqu'un qui vous doit tout. Quand l'élu, il a été élu avec l'argent de la campagne qui a été menée par Libération, l'Obs, Le Monde, qui ont tous mis Macron au nu, qui ont porté au nu, quand tous les journaux ont porté ce type au nu, les journaux et leurs propriétaires, hein, donc c'est Rothschild, Dassault, tous les milliardaires. Hein. C'est la manipulation tous les journaux du pays, vous m'entendez? Tous les journaux du pays appartiennent à 10 milliardaires. 10 milliardaires, mais pourquoi ils achètent les journaux? Pour gagner les élections et pour faire de l'élu. Ici c'est Macron, mais hier c'était Hollande, avant c'était Sarkozy, c'est la même chose. Pour faire de l'élu leur serviteur. Macron, il n'a pas été élu par vous et moi. Il a été élu, vous pouvez voter pour lui ou pour quelqu'un d'autre, on s'en fout, si c'est pas vous qui votez, ce sera quelqu'un d'autre. Macron, il a été élu par les médias qui l'ont fait passer. Il y a eu des dizaines de milliers d'articles l'année qui a précédé l'élection, alors qu'il n'existait pas. Les milliardaires ont fabriqué leur candidat. Donc ce gars-là, il est corrompu. C'est beaucoup plus facile de corrompre ce gars-là que de corrompre quelqu'un qui leur doit rien. C'est plus facile de corrompre quelqu'un qui vous doit tout. Et en plus, ils ont trafiqué les résultats. En plus, c'est incroyable que ce soit le gouvernement qui compte les voix. Non mais la bonne blague, c'est le gouvernement qui compte les voix. Hollande a fabriqué Macron. Hollande, c'était le père spirituel de Macron, c'était son chéri Macron, c'était son espèce de fils, son dauphin quoi. La victoire de Macron, c'est la revanche de Hollande. Mais c'est lui qui a compté les voix. C'est Hollande qui était le patron du gouvernement au moment de compter les voix pour dire c'est Macron qui est passé au premier tour. Qui parmi vous est capable de vérifier les comptes du premier tour? Vous êtes capable de vérifier ce qui s'est passé dans votre commune, parce que vous avez été observateur, scrutateur, vous avez regardé, vous avez compté les voix, ok, c'est les bons chiffres. Vous allez regarder ces chiffres au ministère, ok, ma commune, c'est bien les bons chiffres qui ont été pris au ministère. Mais comment pouvez-vous vérifier que sur les 36 000 communes, et il y a encore plus de bureaux de vote évidemment, sur tous les bureaux de vote, comment vous allez pouvoir vérifier que les comptes ont bien été reportés par le ministère de l'Intérieur? Personne n'est capable de faire ça, il n'y a que le ministère de l'Intérieur qui a tous les chiffres. C'est extravagant. Si vous faites un atelier constituant sur les élections, vous verrez, vous direz, vous allez y réfléchir, vous allez dire, c'est pas le gouvernement qui compte les voix. Hein. Il y a des conseils citoyens tirés au sort qui vont être chargés de ce boulot-là. Et ils vont être payés pour ça. Et ce que ça coûte, vous en fichez complètement. Je vous rappelle qu'on a repris le contrôle de la création monétaire et qu'on a plein d'argent. On n'a pas de problème d'argent. S'il faut payer les gens pour rendre un service public, par exemple, contrôler ceci, contrôler cela, il n'y a aucun problème. Hein. Si vous reprenez le contrôle de la création monétaire, il n'y a rien de plus simple que de créer de l'argent. Il ne faut pas en créer trop. Et en créer trop, c'est une catastrophe, hein, que vous détruisez l'argent. Mais si à chaque fois que vous créez de l'argent, c'est pour créer de la richesse,
si à la richesse correspondant à l'argent que vous créez, il n'y a même pas d'inflation. Il y a juste de la prospérité que vous créez. Moi, je trouve très intéressant ce que vous dites par rapport à la création monétaire, et j'y adhère, parce que c'est aussi... C'est quoi votre prénom ? Florian. Et bon, peut-être que c'est pas parfait les élections, comme vous l'expliquez. En attendant, pour l'instant, on a que ça. Que ce soit bien ou pas bien, on fonctionne comme ça. Est-ce que vous pourriez proposer, sur le thème de la création monétaire, un programme type auquel les différents candidats pourraient se référer pour prendre mieux en considération la création monétaire qui pourrait mettre un terme à la diète économique de l'austérité? Parce que je pense que c'est essentiel. Ça réglerait beaucoup de problèmes, qu'on ait les moyens de notre niveau de vie, et que l'État ait les moyens de créer des hôpitaux, de construire des routes, de financer l'éducation, etc. grâce à la création monétaire. Est-ce que ce n'est pas plus urgent que de mettre en place, ce qui paraît quand même de partir de très loin et ce qui paraît assez difficile, de mettre en place le tirage au sort? Et Florian, c'est plus urgent, je suis d'accord avec ça, mais c'est juste pas possible de commencer par ça. Parce que je vous rappelle que les élus sont élus avec l'argent des milliardaires. Donc il faut comprendre que les élus servent les intérêts des plus riches parce qu'ils leur doivent tout. Là, vous êtes en train de me dire, mais si vous prenez la création monétaire, il faut comprendre que c'est la poule aux œufs d'or, ce truc-là. C'est le jackpot, c'est cocagne pour les privilégiés, les 1%. La création monétaire, c'est le truc qu'ils ont volé, ils ont volé le feu, vous voyez. Ils ont volé le truc le plus important. Ils préfèrent mourir que de vous le rendre. Donc vous pouvez leur demander de faire un parti, mais les partis sont... Il y a plein de petits partis qui sont restés indépendants, mais parce qu'ils sont petits. Dès qu'un parti devient grand, il se fait, parce qu'il est parti, il est ouvert. Un parti, c'est une armée qui a besoin d'être la plus grande possible. Donc un parti, c'est forcément ouvert. S'il veut gagner, il est contraint d'être ouvert sur l'extérieur. Et donc il est sans carapace, sans protection par rapport à l'infiltration, au noyautage et au dévoiement. C'est-à-dire que les grands partis se font tous infiltrer par les riches et deviennent des machines. Regarde le PS, le Parti Socialiste, mais c'est un parti d'extrême droite, c'est le parti de la droite la plus dure qui sert les 0,1%. Pour moi, l'extrême droite, c'est les 0,1%. C'est eux le pire ennemi du peuple. Je sais que l'extrême droite, aujourd'hui, ça devrait être les racistes. Je ne crois pas ça, voilà. C'est pas le racisme notre problème. C'est un problème, le racisme, évidemment, c'est un fléau. Mais ça n'est pas le problème de la société. Et en disant l'extrême droite, c'est ça, on fait qu'on n'arrive plus à dire notre pire ennemi, c'est les 0,1% qui nous piquent, qui nous volent, qui dévastent la Grèce. Et donc, quand je dis, vous ne me prenez pas, quand je dis le Parti Socialiste, c'est comme les Républicains, c'est des partis d'extrême droite parce qu'ils servent directement et complètement les intérêts des 0,1%, je dis extrême droite pour dire c'est l'extrême, c'est le pire du pire, c'est nos pires ennemis. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est que c'est un parti. Et c'est un parti qui a marché, qui s'est mis à avoir plein d'électeurs, mais très vite le Parti Socialiste est devenu un parti riche. Hein. Le parti de Thiers, le massacreur de la commune, l'assassin Adolphe Thiers, ce gars-là, il avait un parti qui s'appelait Centre-Gauche. Depuis le début du 19e siècle, ces gens-là, les candidats à l'élection, les riches, les bourgeois, savent que pour être élus, il suffit de mentir, il suffit de dire je suis démocrate, je suis progressiste, je suis radical, il suffit d'avoir une étiquette et vous êtes élu. Ils ont compris ça depuis 200 ans, et donc les partis, dès qu'ils fonctionnent, se font dévoyer. Et je ne vois pas pourquoi celui qu'on va créer ensemble pour dire voilà ce qu'il faut faire techniquement, pourquoi il ne se ferait pas dévoyer? Florian, nous n'avons pas de problème technique. Les élus ne se trompent pas. Et ce n'est pas un problème d'erreur. Ils ne sont pas en train de se tromper. Ils sont en train de nous tromper, de nous voler. Je veux dire, c'est volontaire. Et donc, quand tu imagines, c'est quand tu imagines de convaincre les candidats des grands partis, alors des petits partis peut-être, mais parce qu'ils n'ont aucune chance, donc ils sont libres, mais parce qu'ils n'ont aucune chance. Dès qu'ils auront une chance, ils vont se faire dévoyer. Et ils préfèrent mourir que de suivre cette idée-là. Récupérer la création monétaire et le référendum d'initiative populaire, le vrai référendum d'initiative, à notre initiative, nous voulons être capables de nous poser à nous-mêmes les questions qui nous semblent importantes. Ces deux trucs-là, c'est des bombes atomiques pour le régime de domination parlementaire. Ils préfèrent crever que te le donner. Donc ils vont tout faire pour le saloper. Ils vont faire comme ils ont fait il y a quelques années. Ils vont instituer un référendum. Ils appellent ça d'initiative partagée. Mais les journalistes osent même parler de référendum d'initiative
populaire, alors que, vous savez, l'article 11 de la Constitution qui a été changé, c'est un référendum d'initiative parlementaire. Parlementaire, c'est pas un référendum d'initiative populaire, c'est un référendum d'initiative parlementaire avec l'appui de 10% de la population. Mais c'est pas l'appui, c'est pas l'initiative, ils se foutent de nous. Le problème, c'est que les élus que tu vas essayer de convaincre, ils vont te tromper, ils vont saloper le truc. Ils vont te dire, on a mis le tirage au sort et on en a mis 10%. On en a mis un petit peu. Ou bien, mieux, on va dire aux électeurs, c'est vous qui allez décider le tirage au sort. Donc, quand vous votez, vous pouvez voter pour quelqu'un ou vous pouvez voter pour le tirage au sort. Et comme ça, c'est les gens qui décident. Voilà ce que va décider le politicien. Sachant très bien que les gens, pas formés, vont pas choisir le tirage au sort, et donc le tirage au sort va être morpionné. Il t'a morpionné l'idée. Il prétend la défendre, il va la morpionner. Donc je ne vois pas de solution autre que le fait que tu t'en occupes toi. Excuse-moi, je dis toi, mais je parle à tout le monde. Là. Je parle à des millions de personnes. Nous, électeurs, devons nous en occuper personnellement et sans essayer de gagner les élections. Enfin, on peut essayer de gagner les élections, mais moi je vois 200 ans de pratique, ça n'existe pas. Quoi. La révolution ne vient pas par l'élection. L'émancipation, notre émancipation ne viendra pas par l'élection. Tu vois, c'est antinomique. Tu vois, quand je te fais un récapitulatif de tout ce que ça entraîne, comment tu veux faire pour tirer quelque chose de bien d'un système d'une procédure qui a autant de défauts? Alors je comprends, hein, on a envie, on se dit, mais ça va aller plus vite. Oui, mais c'est juste, c'est pas possible, ça ne marchera pas. C'est un peu comme remédier les symptômes, mais pas la maladie, hein. C'est un peu ça, hein. Attaquer les symptômes avec des médicaments. C'est surtout décider d'aller au combat avec les chaînes dans le dos. Alors tu as les chaînes dans le dos, tu te dis, mais c'est pas la peine de débarrasser les chaînes on verra plus tard. Je vais aller à la bagarre, je vais aller à la baston. Ouais, mais attends, t'as les chaînes et puis t'es accroché au mur. Il va te mettre un coup de massue, puis tu vois, enfin, il faut d'abord retirer nos chaînes. Retirer nos chaînes, politiquement, c'est instituer nous-mêmes notre puissance. Et toi et moi, si on est deux, on n'y arrivera pas. Même si on est 100 ou 1000, même si ça ne marchera pas. Cette idée, elle va marcher que si on s'occupe prioritairement de répandre pour qu'on soit nombreux. Le truc ne marchera que si on est des millions. Alors, peut-être 1 million, 2 millions, parce que c'est vrai qu'il y a un effet d'entraînement après, mécanique. Mais il faut qu'on soit des millions à vouloir instituer notre puissance. Et là, tu es en train de péter tes chaînes, de te séparer du mur. À mon avis, c'est ça qui est prioritaire. C'est moi qui ai le micro, excusez-moi. Parti, j'y crois pas. Voilà. Je vous passerai le micro après. Je veux juste revenir sur ce que tu disais, Étienne, bonsoir. C'est quoi ton prénom? Guy de Saint-Raphaël. On se connaît un peu. Ouais. Je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, juste quelques commentaires assez courts. L'élection de Macron, on sait qu'il y a des résultats de certains bureaux qui ont été trafiqués. On a pu observer que les résultats du premier tour correspondaient à quelques pourcents près au sondage une quinzaine de jours avant. On a pu voir au deuxième tour que le pourcentage de Macron était proche de 66,6. Et j'ai vu, et je terminerai là-dessus, je crois que c'est hier sur Internet, que le traitement informatique des résultats des élections a été fait par une société américaine. Ah oui, bien sûr. Voilà. Vrai, il y a plus d'1 million de voix qui sont collectées avec des machines à voter. Il faut les détruire. Hein. Nous devrions détruire les machines à voter. Alors, mais déjà, même les votes papier ont été trafiqués, puisque c'est au moment de la remontée vers le ministère de l'Intérieur, ça passe par des systèmes informatiques américains. Ils ont des logiciels qui sont au point, parce qu'à l'époque de Bush, les logiciels n'étaient pas très au point, ça donnait des trucs aberrants, ça se voyait beaucoup. Là, ça se voit beaucoup moins. Et en fait, ce qui s'est passé, pour ne pas avoir le temps de contester, le Conseil constitutionnel, dès le mardi, a validé les résultats, donc circuler, il n'y a rien à voir. Merci. Ça, c'est important dans les ateliers constituants, notez ça. C'est une des saloperies du système de domination parlementaire, mais le droit de contester les élections est extrêmement court dans le délai, et c'est un scandale absolu. C'est-à-dire que nous devrions, mais ça c'est à vous de l'écrire dans les ateliers constituants, quand vous écrivez un article, quand vous prenez une feuille de papier, ça c'est ce que je vous expliquerai demain, mais je ne sais pas si vous serez là demain, donc, quand vous osez faire ce que l'élu ne veut pas que vous fassiez, il veut que vous ne le fassiez pas, et quand vous osez dire pas de guerre sans référendum,
quand vous osez l'écrire, vous devenez souverain, c'est-à-dire que vous arrêtez de dire il faudrait décider que la guerre. Non, mais c'est vous qui l'écrivez, c'est vous qui écrivez la Constitution. Vous êtes en train de changer de peau, vous étiez enfant, électeur, vous êtes en train de devenir citoyen, constituant, adulte. Le fait de l'écrire, alors, pas de guerre sans référendum, c'est mal écrit, ça vient comme ça me vient, mais c'est pas grave. Je sais que c'est mal écrit, mais le secret de l'action, c'est commencer. D'avoir commencé, c'est le début qui fait que je vais en parler avec Michel, et Michel, on va discuter, il va me dire, on va le dire autrement, il me propose une autre phrase où c'est vrai qu'elle est mieux, on rature, on écrit une meilleure phrase, on est en train de faire un atelier constituant. On est en train de s'entraîner à écrire nous-mêmes la Constitution. Ce geste-là, d'écrire ce que d'autres, pour l'instant, écrivent à notre place, et d'écrire la règle qui est au-dessus d'eux, la règle qui les limite, la règle qui les contrôle, le fait d'écrire, même si on écrit mal au début, on s'en fout ça, hein. Le fait de commencer à écrire, je suis en train de me hisser, de devenir une grande personne, un adulte, quelqu'un qui est plus le sujet d'un élu. Il y a dans la réflexion politique constituante un processus émancipant. Et jouissif en plus, hein. D'ailleurs, c'est vachement agréable. Je ne connais pas l'atelier constituant, les gens s'embêtent, on n'arrive pas à les arrêter, ça continue. Et ça se pratique n'importe quand, toute la journée. C'est pas seulement quand on vous convoque, c'est le matin, vous tempêtez contre ce salaud qui vient de parler du vote blanc et qui en fait nous roule dans la farine. Et bien je vais les écrire moi, les règles du vote blanc. Je vais écrire. Je peux vous en lire un pour que vous voyez et je vais pas, c'est pour dommage ailleurs. Mais je vous lis l'article du vote blanc que nous écririons nous. En substance, c'est le vote blanc est un vote de protestation qui a tendance à annuler l'élection. Quand le vote blanc est deuxième alinéa, donc il y a une définition d'abord, parce que comme c'est une constitution, il faut que ce soit signé par tout le monde, donc lisible par tout le monde, donc il ne faut pas qu'il y ait de sous-entendu, il faut que les choses soient dites et que les mots soient définis. Peut-être qu'il y aura un glossaire à la fin, au début de la constitution, pour les mots peut-être un peu rares, pour que tout le monde puisse les comprendre, pour être sûr que tout le monde comprend. Et la règle qui consisterait à dire le vote blanc, quand il est majoritaire, annule les élections, cette règle peut être accompagnée de la définition du vote blanc. Mais donc le vote blanc, quand il est majoritaire, annule les élections, et les candidats rejetés ne peuvent plus se représenter. Bon ben, il suffit de l'écrire. Il suffit de l'écrire. Pourquoi c'est pas écrit aujourd'hui? Parce que ceux qui l'écrivent sont en conflit d'intérêts. Les professionnels de la politique ont un intérêt personnel à éviter les contrôles, éviter le pouvoir populaire. C'est pour ça qu'on n'a pas de constitution. Maintenant tu parles maintenant. Oui. Oui. C'est quoi votre prénom? Yvain, Y-V-A-I-N. Bon, j'ai bien entendu le plaidoyer. Le procès d'élection, là? Oui, pour le tirage au sort. Ouais. Oui. J'ai bien entendu tout ce qui a suivi. Maintenant, je suis quand même un petit peu inquiet dans une société mondialisée, globalisée. Comment on va s'en sortir? Comment on peut faire passer ceci? Est-ce qu'on ne va pas être un peu en marge, et en idéologique, évangélique, et se faire alors, ne pas aboutir? Toutes les démocraties vont avoir ce problème-là, c'est vrai, hein, vous avez raison. Une démocratie isolée, elle va se faire bouffer, dévorer par l'Empire. Vous regardez Cuba qui décide de s'émanciper, elle se fait mettre un blocus pendant des dizaines d'années. Vous regardez le Vietnam, ils veulent s'émanciper, ils se font bombarder, dévaster. La Corée, pareil. On a 20 à 30 millions de morts de l'OTAN depuis le Paraguay. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'une démocratie isolée, elle va se faire massacrer par l'Empire. Je suis d'accord, mais c'est pas propre au tirage au sort. C'est pareil avec l'élection. Quand le Nicaragua, en l'élection, décide de s'en sortir, ou le Venezuela décide de s'en sortir, ça n'empêche pas l'Empire de l'écraser. Donc l'idée que je défends, elle n'est pas franco-française du tout. Hein. Nous devons nous passer le mot à travers le monde entier, en disant, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est à nous d'écrire la Constitution. Cette règle-là, elle est mondiale. Et il faut qu'on soit plusieurs, il faut qu'on soit plein de pays à se rassembler, à se tenir ensemble. Mais évidemment, je suis d'accord avec ce risque. Hein,
Ouais, bonsoir. C'est pas votre prénom? Ouais, c'est Philippe. Moi, je vous suis depuis plusieurs années. Enfin, votre combat, en tout cas, je m'intéresse. Et concrètement, je partage vos idées, mais c'est la mise en œuvre. Et comme vous dites, il faudrait des millions. Et comment concrètement... alors, je ne sais pas, peut-être vous allez m'expliquer davantage dans les ateliers constituants, hein, comment faire pour faire partager ce point de vue à le plus de personnes possible, sachant que, bon, même si vous êtes un peu connu sur Internet, bon, il y a, évidemment, vous avez été connu surtout quand vous êtes passé chez Tadi ou des choses comme ça, mais bon, malheureusement, vous ne passez pas dans les médias, et les gens n'ont pas conscience de ça, et comme vous dites, sont dégoûtés de la politique. Il y a un taux d'abstention qui devient hallucinant. On parlait tout à l'heure des partis politiques, ben, c'est-à-dire que ce soit n'importe quel parti, ils votent comme on leur dit de voter, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus de conscience de dignité pour eux, ils vont voter contre leurs propres intérêts. Enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais voilà, je voudrais savoir concrètement, moi je laisse un... Je suis malade pour mes enfants, je partage, je suis vraiment en empathie avec la dame, et puis je suis même en colère ce qu'ils font subir aux Grecs, mais bon, après c'est notre tour, hein, faut pas rêver, ils nous attaquent sur la loi travail, il y aura moins d'indemnité chômage, enfin je vais pas faire la liste, vous la connaissez tous, je crois que dans la salle, bon, tout le monde partage un peu ça, mais moi je pensais qu'une ville comme Nice, on serait quoi, 200, enfin c'est ça que je comprends pas, qui me révolte. Enfin voilà. Ici, à mon avis, enfin, ça dépend de nous. Une exponentielle, ça va lentement au début, et puis ça va très vite après. Si chacun d'entre nous s'en occupe, mais s'en occupe, c'est-à-dire, ça veut dire que s'en occuper, ça veut dire concrètement, il faut convaincre des gens autour de nous, c'est-à-dire qu'il faut être contagieux. Moi, quand je prends le train, là je vais prendre le train pour Strasbourg la semaine prochaine, je sais que j'ai 5 heures de train. 5 heures de train, je ne sais pas qui va être à côté de moi, mais à la fin du voyage, il va avoir entendu parler de constitution et de monnaie, et ce ne sera plus un sujet étranger pour lui. Je ne suis pas sûr de l'avoir convaincu au bout de 5 heures, mais j'aurais semé des graines qui ensuite vont faire leur chemin. C'est exactement comme de l'agriculture, hein. Ce sont des graines d'idées émancipatrices qui germent dans le cerveau des gens et qui, comme en agriculture, ne germent pas instantanément. L'horticulteur qui plante ses graines et puis qui le lendemain revient et dit mais ça ne pousse pas, il remet des graines parce que ça n'a pas poussé, attends, laisse-leur le temps. Et puis quand ça commence à pousser un petit peu, si ça pousse trop lentement, s'il tire dessus pour que ça aille plus vite, il va l'arracher, il va tout casser. Non, une fois que la graine est semée, il faut la laisser. Est-ce que vous pensez par exemple... Et on peut le faire ensemble, c'est-à-dire que toi tu lui parles aujourd'hui, tu décris l'idée, et puis bon, ça suffit pas à le convaincre, enfin bon, ça a mis quelque chose dans sa tête, mais il y a plein d'objections, et puis demain il va rencontrer ce monsieur qui lui tient le même discours, mais autrement avec d'autres arguments. Tu dis tiens, comment ça fait deux, ouais, bon, enfin il continue à avoir des objections, et puis le troisième, ça va être... une belle femme qui convoite et qui se met à lui parler de constitution et qui dit et si ça trouve c'est elle qui va emporter le truc et qui va arriver à le convaincre parce que elle utilise les bons mots, c'est à plusieurs qu'on va arriver à faire germer les graines, mais il faut qu'on s'en occupe, quoi. Il faut qu'on soit... Enfin, moi j'en fais un sujet permanent de préoccupation. Alors donc voilà, quelquefois on est 20, quelquefois on est 200, 400, ça dépend, je fais ce que je peux, et puis voilà, il ne faut pas se décourager, et puis plus vous allez voir, plus vous en parlez, mieux vous en parlez. Au début, on est maladroit, au début, on n'a pas les arguments pour répondre. Quand il y a une objection, ça nous cloue et on ne sait pas quoi dire, et puis quand on rentre chez soi, on se dit merde, j'aurais dû dire ça, et puis la prochaine fois, vous allez être meilleur, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut s'entraîner, vous allez voir, vous allez devenir de meilleur en meilleur à plaider. Et si vous voulez, je ne sais pas ce qui nous manque pour qu'on arrive à atteindre le seuil critique qui fait que ça se développe bien. Il y a quelque chose qui nous manque pour que ça se développe vite, mais ça se développe, hein, je vois bien quelque chose, il y a une idée qui se répand. Donc Bernard, j'ai demandé la parole. Bernard, je voulais... Il y a un problème d'intendance. Pardon ? C'est un problème d'intendance ? Non, pas du tout. Non, c'était une question...
par rapport à la soirée. C'est-à-dire qu'on a parlé de la dette, on a parlé de la constitution constituante, et en termes de publicité, ou en termes de nombre de personnes, je me pose la question de savoir si la dette n'est pas plus facile pour aborder nos entourages, pour les accrocher, que de leur parler de la Constitution. Déjà, la Constitution, je ne sais même pas ici dans cette salle si tout le monde sait que la Constitution, par définition, c'est au-dessus des lois. Donc la Constitution, c'est quelque chose que les gens ne connaissent absolument pas. Déjà, les lois, ils ne savent pas trop, alors la Constitution, encore moins. Donc c'était juste une question que je posais. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir un lien dans l'explication en partant de la dette et en les amenant à la nécessité de la Constituante? La dette est un outil de domination. Celui qui est endetté doit travailler au profit du créancier. Ça fait des milliers d'années que la dette est un outil de domination. La dette publique est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes, c'est une folie. Il ne devrait pas y avoir de dette publique. Un État digne de ce nom n'emprunte pas l'argent dont il a besoin, il la crée. Il crée l'argent, il n'emprunte pas la monnaie, il la crée. Donc l'endettement de l'État est une construction politique qui vient d'acteurs politiques, de décideurs politiques. Mais ces décideurs politiques qui prennent des décisions qui sont contre l'intérêt général, l'endettement du pays, c'est contraire à l'intérêt général, il tient à la façon dont ces acteurs ont été désignés et dont ils sont contrôlés, parce qu'ils ne sont pas contrôlés par le peuple. Le lien avec la Constitution, c'est que le mode de désignation des acteurs qui endettent l'État explique qu'ils le fassent. Ils le font parce que la procédure les rend débiteurs, rend les acteurs politiques débiteurs de ceux qui les ont fait élire, qui sont les plus riches, et qui ont intérêt à endetter non seulement les particuliers, mais l'État lui tout entier. Donc le lien, à mon avis, il est direct entre l'endettement généralisé des citoyens et l'endettement de l'État. Ils sont rendus possibles et ils sont imposés par des acteurs politiques dont vous ne pouvez pas comprendre les actions si vous ne voyez pas que la procédure qui les a mis au pouvoir et qui va les remettre au pouvoir, c'est une procédure qui les rend dépendants des riches. C'est complètement corrélé. Alors là, moi je vais dire que par exemple, en Grèce, nous avons quand même une constitution dans laquelle il y a certains articles intéressants et que si on la respectait, on n'aurait pas hypothéqué le pays de cette façon-là. Or, la Constitution existe, même si elle n'est pas parfaite, mais elle est piétinée, comme si elle n'existait pas. Peut-être que le fait de participer, la participation citoyenne à l'écrire, ça veut dire que nous allons la connaître et la défendre. Et la connaître avant tout. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que nous la connaissons? Est-ce que nous connaissons les articles principaux de ce que stipule la Constitution française ou la Constitution grecque selon le cas? On ne les connaît pas, sauf si on a étudié le droit et encore. Et l'idée que je défends, c'est pas la Constitution qui va nous sauver, parce qu'on a déjà les constitutions. Et c'est précisément, ça suffit pas. La Constitution de Staline, la Constitution russe en 1936, c'était une magnifique Constitution avec le pouvoir des soviets, du peuple. Elle n'était juste pas appliquée parce qu'il n'y avait pas de citoyens pour la défendre. Moi, je ne défends pas l'idée d'une Constitution, moi, je défends l'idée de citoyens constituants. C'est tout à fait différent. Si tu as une armée d'humains qui font attention à ce qu'est la Constitution, ça devient un outil de contrôle des pouvoirs et d'empêchement de la dette. Mais si vous voulez, la dette, pour moi, la dette, c'est une catastrophe majeure, mais ça n'est qu'une partie du problème. C'est une partie visible actuelle, mais il y a eu bien d'autres choses avant la dette. La désindustrialisation des pays est décidée par des décideurs politiques qui servent les multinationales, et c'est encore la désindustrialisation, c'est encore une autre catastrophe absolue qui n'est pas la dette, c'est autre chose. Donc la dette, il n'y a pas... Je ne me concentre pas uniquement sur la dette, parce que pour moi la dette n'est qu'une conséquence. Et quand je vous parle de constitution, c'est parce que je l'analyse comme... Quand je vous parle de notre démission du processus constituant, je ne montre plus, c'est pas la Constitution mon sujet d'étude, c'est
notre démission du processus constituant qui fait que nous sommes impuissants. C'est parce que nous démissionnons de ce moment précieux où nous décidons d'instituer notre puissance ou pas, c'est parce que nous démissionnons que nous sommes impuissants. Et que tout ça peut avoir lieu. Tout ça est la suite, parce que la suite, ça, comme le dit Christina, ça va être, c'est déjà la vente de toute la Grèce, donc des biens, des ports, des équipements, des infrastructures, de l'espace aérien. Bon sang, c'est incroyable, ils sont en train de tout voler. Donc, mais tout ça, c'est des conséquences. Si vous ne faites que tempêter là-dessus, à mon avis, je peux me tromper, hein, mais à mon avis, si on fait que décrire la dette, ou décrire la désindustrialisation, le libre-échange, si on fait que décrire les violences policières dans les manifestations, tout ça, si on fait que décrire ça, on réglera rien. Il faut être radical au sens chercher la racine, chercher la cause première de tout ça. Et si la cause c'est nous-mêmes, mais c'est génial, enfin c'est vraiment une source d'optimisme, parce que si la cause c'était les politiciens, on n'aurait aucun espoir, parce que c'est pas eux qui vont changer. Alors que si la cause est en nous, c'est facile, il n'y a qu'à changer, quoi. Il faut faire autre chose que ce qu'on a fait jusqu'ici. On s'est débarrassé de la monarchie, mais si tu veux, il y a, regarde, à la fin du 19e, pendant tout le 19e, après la monarchie, on a remplacé les corporations par le salariat, et ça donnait le 19e siècle, où il n'y avait pas de droit du travail. Donc quand ils sont en train de supprimer le droit du travail, ne croyez pas que c'est théorique, on ne sait pas ce qui nous attend. Le monde sans droit du travail, avec une liberté absolue, on sait très bien ce que c'est. Il y a un laboratoire qui a montré ce que ça donnait, c'est le 19e siècle. Donc c'est Dickens, Zola. C'est la misère absolue, la misère noire pour les ouvriers et la force armée qui est confisquée par les bourgeois, par les riches, et la force armée qui tire sur les mineurs en grève. Donc on sait ce que ça va... On sait ce que donne l'absence de droit du travail. Et à la fin de ce siècle épouvantable, sont nées des résistances puissantes, terribles, l'internationale, l'idée communiste, l'idée socialiste communiste, c'était pas très distinct au début. Ça s'est distingué au début du XXe siècle, quand les socialistes ont dit on veut réformer, alors que les communistes voulaient tout changer. Donc, mais au début du XXe siècle, il y avait encore les socialistes et les communistes, c'était les mêmes en fait. L'idée était très très forte. Ils étaient des centaines de milliers d'ouvriers, vachement bien formés, conscients de leur classe, de leur opposition de classe, ne voulant pas faire la guerre, ayant compris que l'Empire allait faire la guerre. C'était juste avant la guerre de 14. Ils savaient qu'il ne fallait pas faire la guerre, que les ouvriers allemands, ce n'étaient pas des ennemis, qu'il ne fallait pas faire la guerre. Ils étaient très bien formés, très nombreux. Ils se sont fait massacrer jusqu'au dernier. La Première Guerre mondiale, c'est la bourgeoisie française qui envoie à la boucherie sa jeunesse révoltée, sa jeunesse bouillonnante pour la massacrer. Et la bourgeoisie allemande qui fait la même chose de l'autre côté, qui envoie sa jeunesse bouillonnante, et on y est tous été, on s'est massacrés les uns les autres pour le compte des industriels qui ont continué à se goinfrer après. Et donc, quand je vois le niveau d'éducation qu'ils avaient, le nombre qu'ils étaient, la motivation, la volonté acharnée, et le fait qu'ils se sont fait écrabouiller quand même, je vois aujourd'hui avec la télévision. Si nous, on n'arrive pas, avec Internet, à contrer la télévision pour faire l'éducation populaire plus radicale encore que le marxisme, hein, parce que le marxisme ne travaille pas du tout la Constitution. Hein. Si on n'y arrive pas, peut-être que je me trompe, hein, mais je ne suis pas si optimiste que ça. Quoi. Dans votre analyse, là, vous omettez complètement le mouvement anarchiste. Ben non, je défends le mouvement anarchiste. Non, mais ce que vous décrivez du développement du mouvement ouvrier
via le marxisme. Ils se sont fait massacrer. Et se sont fait massacrer, oui. Pas du tout. Les anarchistes, les anarchistes faisaient partie de la jeunesse, ils fabriquaient... Vous les avez omis dans votre discours. Je les ai omis dans le discours, pardon, mais pour moi c'est... ils ont été les premiers à être massacrés. Cette époque, mais tu sais, cette époque où le socialisme et le communisme c'était pareil, l'anarchisme en faisait partie, les anarches faisaient partie de l'international au début. Oui. Ils s'en sont fait chasser par les marxistes, mais ils en faisaient partie au début. Pour moi c'est le même...